Guy Millière, bonjour. Boker Tov, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kalita. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes de retour en Israël pour une série de conférences depuis le début de semaine. Une conférence que vous allez donner également ce soir à Jérusalem. Vous en avez donné une, si je ne m'abuse, à Ashdod et une autre à Netanya, c'est cela ? Exactement. Voilà, alors vous êtes de retour en Israël, vous étiez déjà venu il y a quelques mois de cela, un passage remarqué, et nous avons le plaisir de discuter ensemble justement dans une période, on peut le dire, un peu trouble, hein. C'est vrai que les périodes ici au Proche-Orient, la situation est souvent tendue, mais là, quelque part, vous êtes en Israël dans un contexte régional plutôt tendu, avec des bruits de bottes qui nous viennent du Golfe Persique. Je le disais tout à l'heure en titre, le Pentagone américain parle de mobiliser près de 120 000 hommes pour faire face aux menaces iraniennes. Il y a le porte-avions Lincoln qui est en route vers le Golfe Persique et différentes on va dire, manières de se défendre pour les Américains face aux menaces iraniennes. Est-ce que vous avez le sentiment, concernant ce dossier iranien, que le président américain, qui par ailleurs essaye de réduire la présence américaine dans la région, en Irak, en Syrie et même en Afghanistan, serait prêt à mobiliser tant de forces pour faire face à la menace de l'Iran ? Oui, tout à fait. Je pense que l'Iran est considéré par les États-Unis, par l'administration Trump, comme une menace majeure. Parce que l'Iran est considéré comme une menace majeure, Donald Trump est sorti de l'accord de juillet 2015 sur le nucléaire parce qu'il considérait que c'était un accord léonin, un accord qui contenait des termes qui ne permettaient pas du tout de juguler la quête du nucléaire militaire par l'Iran. Et petit à petit, la stratégie qui est menée en ce moment, c'est une stratégie d'endiguement et d'asphyxie graduelle du régime iranien, de façon à ce qu'il soit mis petit à petit hors d'état de nuire. C'est une stratégie qui est efficace, c'est une stratégie qui marche. L'économie iranienne est en très mauvais état. Face à cela, les États-Unis s'attendent ou bien à ce que le régime se soumette, c'est-à-dire change d'attitude, accepte de éventuellement signer un autre accord qui, lui, serait un accord digne de ce nom, ou sinon accepte de tomber. Comme le régime n'acceptera pas de tomber, actuellement, il y a une panique, c'est ce que disent les services secrets américains, une panique au sein des dirigeants iraniens, et ils se demandent ce qu'ils doivent faire. Il y a apparemment des dirigeants iraniens qui disent on va essayer de gagner du temps un petit peu pour éviter l'asphyxie complète. Et il y en a d'autres qui disent eh bien il faudrait peut-être envisager d'attaquer et d'être un peu plus agressif. Il y a les deux lignes qui sont tenues, mais le discours américain face à cela est très clair. John Bolton l'a dit il y a quelques jours et Mike Pompeo aussi. Si jamais il y a la moindre attaque contre une force amie des États-Unis ou contre des troupes américaines, les États-Unis pourront agir avec une fermeté extrême et ce sera la fin du régime. Donc il y a un discours très très dissuasif qui est tenu par l'administration américaine. Et vous pensez que ça aura un impact sur les Iraniens, c'est-à-dire que ça va les faire courber les chines, on peut dire ? Je pense que les Iraniens vont prendre très au sérieux les menaces de l'administration Trump. Les Iraniens voient à qui ils ont affaire. Et j'ai cité deux personnes qu'il faut prendre très au sérieux. Et John Bolton est quelqu'un qui est de toute façon partisan depuis plusieurs années d'une destruction du régime iranien et d'un changement de régime. Et donc les Iraniens ne peuvent pas ne pas le savoir, et donc ils savent parfaitement qu'ils sont en position difficile, et que s'ils tentent quoi que ce soit, les gens qui sont à la tête de l'administration Trump n'hésiteront pas à frapper,
et à frapper de manière décisive. Alors donc, d'après ce que l'on sait, il y en a qui se disent, si on fait quelques petites provocations, les États-Unis vont frapper ici ou là peut-être, mais pas d'une manière décisive, et ça va ressouder la population autour de nous par nationalisme. Mais l'administration Trump est une administration qui dit ou bien on ne frappe pas, on continue à vous étrangler, ou bien, si on frappe, ce sera une frappe décisive destinée à faire tomber le régime. Et donc ça c'est destiné à faire hésiter les dirigeants iraniens. Et je dirais que quand j'en parle, beaucoup de gens me disent que les dirigeants du régime iranien sont fanatiques et donc ils pourraient jouer le tout pour le tout. Alors je dis que leur fanatisme est compensé par leur corruption. Ce sont des gens qui ont détourné énormément d'argent et je ne pense pas qu'ils veulent finir 6 pieds sous terre directement. Je pense qu'ils veulent profiter de leur argent s'ils en ont la possibilité. Et donc, pour le moment, je ne pense pas qu'ils frapperont. Mais si jamais ils décident de frapper, eh bien, ce sera leur propre fin. Alors, il y a ce dossier iranien, bien entendu, qui préoccupe les responsables régionaux, en particulier Benyamin Netanyahou. Mais vous êtes ici en Israël également, presque à l'occasion. En tout cas, la date a été bien choisie puisque on marque en ce moment le premier anniversaire du transfert de l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem. Une décision, on peut dire, historique, mais une décision qui, quelque part, n'a pas été véritablement suivie d'un flux massif de transferts d'autres ambassades de pays, même que ce soit des pays très amis d'Israël, vers Jérusalem. Est-ce que, avec le recul du temps, un an après, vous pensez que cette décision du président américain a véritablement une dimension historique, elle a un impact déterminant, on va dire, dans l'avenir du conflit israélo-palestinien et dans le règlement du conflit israélo-palestinien ? Je pense que cette décision fait partie de tout un ensemble de décisions qui visent à retirer de la table de négociation éventuelle tous les éléments qui sont les éléments qui constituent le discours de l'autorité palestinienne. Il y a eu cette décision de reconnaître Jérusalem capitale d'Israël, il y a eu la décision de déménager l'ambassade des États-Unis, mais il y a eu toutes les décisions qui ont suivi aussi. La décision, par exemple, de cesser de financer l'UNRWA et de dire à cette occasion, les États-Unis ne considèrent pas comme réfugiés des gens qui sont des réfugiés de la deuxième ou de la troisième génération ou de la quatrième génération, mais seulement les gens qui ont dû quitter le territoire d'Israël ou en 48-49, ce qui ne fait que quelques milliers de personnes qui sont désormais âgées. Troisième décision, la décision de demander, d'exiger même de l'autorité palestinienne qu'elle cesse totalement de financer le terrorisme et de soutenir le terrorisme. Et les États-Unis ont été très clairs sur ce plan. Ils ont dit on ne peut considérer que l'autorité palestinienne est un interlocuteur que si elle accepte ses décisions sur le terrorisme. Cessation de financement du terrorisme, cessation d'incitation au terrorisme. Si ce n'est pas le cas, ce n'est plus un interlocuteur. Donc petit à petit, toutes ces décisions mises bout à bout ont sorti de la table l'essentiel des positions de l'autorité palestinienne et tout cela est destiné à préparer le plan de paix qui sera proposé dans quelques semaines maintenant et qui sera un plan de paix qui prendra en compte la population arabe palestinienne de Judée-Samarie et de Gaza, mais qui ne prendra pas en compte les organisations, parce que les organisations qui sont censées représenter les Palestiniens sont des organisations considérées comme illégitimes par les États-Unis. Donc le plan de paix sera un plan de paix qui proposera des solutions économiques et politiques pour ces gens, mais en passant au-dessus de l'autorité palestinienne et bien évidemment au-dessus du Hamas et du djihad palestinien. Alors, c'est intéressant que vous parliez du plan de paix parce que, d'après les fuites, en tout cas les rumeurs qui circulent, eh bien, l'un des éléments, l'une des clauses de ce plan de paix, eh bien, pourrait être la
la reconnaissance ou l'instauration de la loi israélienne sur les implantations des localités juives en Judée et en Samarie. Et c'est une décision qui devrait être validée, même dans le cadre des accords de coalition entre Benyamin Netanyahou et les différentes composantes de la droite nationaliste israélienne qui vont former le prochain gouvernement. Est-ce que vous pensez que aujourd'hui, on s'achemine vers un type de reconnaissance, vers ce genre de reconnaissance, sans même parler d'annexion, de reconnaissance de la souveraineté israélienne sur les implantations juives de Judée et Samarie? C'est important pour vous que le plan de paix américain le mentionne également? Je pense que le plan de paix va mentionner cela, et que dans un premier temps, il y aura la reconnaissance, et que dans un deuxième temps, il y aura vers l'annexion, c'est-à-dire la reconnaissance de ce que la loi israélienne s'applique sur l'ensemble, même non seulement des implantations, mais petit à petit, des territoires qui ne sont pas les territoires occupés par l'autorité palestinienne. Et je pense que on va aller dans cette direction. Je pense que le plan de paix tel qu'il va être proposé va bien évidemment, parce que l'autorité palestinienne l'a dit tout de suite, être refusé par l'autorité palestinienne. Il va bien sûr, ça va sans dire, être refusé par le djihad islamique palestinien et par le Hamas. Mais les pays arabes regroupés autour de l'Arabie saoudite sont des pays qui ont très envie d'accepter cette solution, parce que tout indique dans leur discours depuis pas mal de mois maintenant qu'ils considèrent que l'autorité palestinienne et a fortiori le Hamas et le djihad islamique sont des gros cailloux dans leurs chaussures qui les empêchent d'avancer. Et leur problème principal actuellement, le problème principal des pays regroupés autour de l'Arabie saoudite, c'est l'Iran, la puissance iranienne, qu'ils voudraient voir tomber, qu'ils voudraient voir cesser de nuire dans l'ensemble de la région. Parce que l'Iran, il faut le rappeler, nuit non seulement au Yémen, actuellement, où il mène la guerre contre le régime en place au Yémen par l'intermédiaire de milices houthis, mais aussi à Gaza, en faisant cette fixation à Gaza, ou en Syrie, au Liban, etc. Bon, donc je dirais que ces pays ont hâte de pouvoir se rapprocher d'Israël pour mettre en place une coalition d'endiguement et d'asphyxie du régime iranien, et d'autre part pour envisager un développement économique ultérieur, parce qu'ils comprennent bien qu'on va bientôt rentrer, qu'ils vont bientôt rentrer dans l'après-pétrole. Alors, une dernière question, Guy Millière. Vous êtes en Israël quelques jours après les festivités du 71e anniversaire de l'indépendance de l'État d'Israël. Vous avez rempli déjà les salles d'Ashdod et de Natania, et je suppose que ce soir, ça sera également plein. On affichera complet donc dans la salle, si je ne m'abuse, de Beth Shmuel, ici à Jérusalem, où doit se tenir votre conférence. Mais je voudrais vous demander de porter un regard sur cet État d'Israël aujourd'hui. Quel regard vous portez, vous, qui habitez aujourd'hui, qui êtes, on va dire, qui êtes d'origine française et qui aujourd'hui vivez aux États-Unis, portez-vous sur cet État d'Israël? Quelle est, à votre avis, sa place dans le concert des nations? Je dirais que je porte sur Israël le même regard que les conservateurs et les républicains américains, c'est-à-dire un regard d'affection, parce que c'est un pays extraordinaire et qui a montré ce que le peuple juif pouvait accomplir quand il était libre d'accomplir. Ce qu'Israël a accompli en 71 ans est extraordinaire et devrait susciter l'admiration de tous ceux qui apprécient les accomplissements humains. Et bon, Israël occupe une place de plus en plus nette et de plus en plus profonde sur la surface de la planète. Un magazine américain l'an dernier
qui fait un classement des pays selon leur puissance, a placé Israël en 8e position et a considéré que c'était la 8e position du monde. Être parvenu à ce résultat en aussi peu de temps, en 70, 71 ans, est absolument remarquable. Israël est, avec les États-Unis, la puissance majeure dans l'ensemble des nouvelles technologies, et c'est quelque chose que l'administration Trump fait valoir auprès des États arabes regroupés autour de l'Arabie saoudite qui veulent se développer. Israël est un pays indispensable et fécond sur la planète, que ce soit dans le domaine économique, que ce soit dans le domaine géopolitique, économiquement, comme je l'ai dit, pour ce qui concerne les nouvelles technologies, Israël est la puissance majeure avec les États-Unis. Géopolitiquement, c'est la puissance majeure du Proche-Orient. Rien ne peut se décider d'essentiel au Proche-Orient sans Israël. Et je dirais que tout cela est quelque chose qui me semble très très positif, quelque chose qui me remplit de joie, et j'aimerais que ce soit quelque chose que davantage d'Européens perçoivent. Ce n'est pas le cas pour le moment, ça n'a pas été le cas donc pour des mois qui viennent de s'écouler, et je dirais qu'actuellement l'Europe me semble beaucoup plus mal partie qu'Israël. Bien, on a finalement quand même dit un petit mot sur l'Europe, mais comme bien que ce ne soit plus aujourd'hui, on va dire, le summum de vos préoccupations, puisque vous habitez ici aux États-Unis. Merci beaucoup, Guy Millière, d'avoir été avec nous ce matin. Et je corrige tout de suite, votre conférence ce soir à Jérusalem n'est pas au Beth Shmuel, mais à Echal Avraham, rue Shimon numéro 4, donc dans le cadre de la synagogue de Echal Avraham, dans le quartier de Baka. Ce sera à 20h30 et bien entendu, les réservations sont obligatoires. Attention, ça risque d'être très, très rempli. Donc, votre conférence ce soir à partir de 20h30, donc à Echal Avraham, Rehov Shimon, dans le quartier de Baka à Jérusalem. Merci encore, Guy Millière, d'avoir été avec nous ce matin et de nous avoir éclairé avec votre angle toujours aussi perspicace et intéressant. Bonne journée, bonne continuation, bonne réussite pour votre conférence ce soir à Jérusalem et bon retour également aux États-Unis. Merci, Guy Millière. Merci infiniment, Daniel.